Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 100% Sénat. Les femmes manquent dans les filières scientifiques et cela leur cause des torts, mais cela cause des torts aussi à la société. Une inégalité qui prend racine dès l'école et qui perdure tout au long du parcours des femmes. Voilà ce que souligne un rapport sénatorial sur le sujet. Les parlementaires préconisent la mise en place de quotas. On écoute. Donc, à l'occasion de la Fête de la Science, qui a lieu cette année entre le 3 et le 13 octobre, nous vous présentons aujourd'hui le fruit d'un travail mené par notre délégation pendant plus de 6 mois sur la place des femmes dans les sciences. Notre rapport s'intitule XX égale XY, féminiser les sciences, dynamiser la société. Pour commencer, il faut rappeler que l'enjeu n'est pas celui de l'accès des filles et des femmes aux sciences de façon générale, mais bien aux mathématiques, aux sciences physiques, à l'informatique et aux sciences de l'ingénieur, les filières dites STEAM. Les femmes sont en effet nombreuses dans les sciences médicales et les sciences du vivant et de la terre, ou la biologie par exemple, mais ne représentent qu'un tiers des chercheurs scientifiques et un quart des ingénieurs en France. En tant qu'ingénieur en travaux publics, c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Féminiser les sciences, ce n'est pas seulement un enjeu de justice et d'égalité, c'est aussi un enjeu d'innovation et de compétitivité pour notre recherche et nos entreprises, en un mot, de souveraineté nationale. Nous avons entendu plus d'une centaine de personnes lors d'auditions et tables rondes au Sénat. Des femmes chercheuses ou ingénieures inspirantes, des chercheurs en sociologie, économie, psychologie ou sciences cognitives, des directeurs de grandes écoles, des professeurs du primaire, du secondaire, du supérieur, des étudiantes et des alumni, des acteurs associatifs ou encore des représentants de l'État et des collectivités territoriales. Nous avons également effectué plusieurs visites de terrain sur le campus de Paris-Saclay, à l'Institut Curie, au lycée Louis-le-Grand ou encore dans la Meuse. Nous nous sommes également rendus au Portugal, à Lisbonne, pour nous inspirer de leurs actions en matière de diffusion de la culture scientifique auprès du grand public et notamment du jeune public. Notre rapport se découpe en 4 grands temps: l'école primaire, l'enseignement secondaire et les choix d'orientation, l'enseignement supérieur et enfin les carrières professionnelles. Je vais maintenant laisser la parole à nos 4 rapporteurs. Donc nous aurons Jocelyne Antoine, puis Marie-Do Ashliman, Marie-Pierre Monnier et enfin Laure Darcos qui interviendront donc au fur et à mesure de ces parties. Merci. Merci Madame la Présidente. Merci d'abord de nous avoir permis de faire ce travail transpartisan et collaboratif, un travail important. Et je salue d'ailleurs mes 4 collègues rapporteurs pour tous les échanges que nous avons pu avoir et vous présenter aujourd'hui ce rapport. Une des principales conclusions de notre rapport, c'est qu'en matière de féminisation des sciences, tout commence dès la petite enfance, à l'école primaire. En effet, l'école primaire est une étape clé dans la construction des écarts de performance entre filles et garçons en mathématiques. Alors que les filles et les garçons ont des résultats similaires à l'entrée en CP, dès 4 mois de CP, nous disons bien 4 mois de CP, et d'enseignement formel des mathématiques, une nette avance des garçons apparaît, qui ne fait que s'accroître tout au long des années du primaire. Ainsi, il quadruple jusqu'au CE1 en faveur des garçons. Ce phénomène est global, il se retrouve quel que soit le contexte social, familial, territorial et quel que soit l'environnement scolaire. Cependant, et c'était quelque chose qui n'était pas obligatoirement très intuitif pour nous, les écarts sont encore plus précoces et marqués chez les enfants issus des familles très favorisées, sans doute parce qu'elles encouragent davantage la compétitivité académique de leurs fils. Certes, les écarts filles-garçons en mathématiques se retrouvent dans tous les pays de l'Union européenne et de l'OCDE, mais nous sommes le pays où les écarts sont les plus marqués. Comment expliquer ces écarts? Il convient de rappeler, s'il en est besoin,
qu'il n'existe aucune différence à la naissance entre le cerveau des petites filles et celui des petits garçons, qui ont tous un sens du nombre parfaitement identique. Les différences qui apparaissent vers l'âge de 6 ans sont uniquement la conséquence des stéréotypes de biais et de genre auxquels les enfants sont confrontés dans leur environnement dès leur plus jeune âge et qu'ils intériorisent. Ces stéréotypes sont présents à la maison, dans les interactions avec leurs parents, qui encouragent davantage la motricité, l'autonomie et la compétitivité des garçons, à l'école, où les garçons interviennent davantage, en particulier sur les questions de réflexion, là où les filles sont interrogées sur des questions de mémorisation. En outre, les enseignants et enseignantes, il faut le rappeler aux trois quarts des femmes ayant suivi un cursus littéraire, peuvent transmettre leur anxiété ou en tout cas leur moindre appétence des mathématiques à leurs élèves filles. Un effet mimétique qu'on ne retrouve pas avec les élèves garçons. Ces stéréotypes sont aussi présents dans tout l'environnement socioculturel des enfants, les dessins animés, les magazines, etc., etc. À 6 ans, les enfants associent déjà le talent intellectuel et mathématique à la figure masculine. Face à ces constats, nous sommes donc convaincus de la priorité d'agir dès le plus jeune âge, le premier levier à activer étant celui de la formation des enseignants et enseignantes, et plus particulièrement sur 2 volets. D'une part, la formation scientifique et la formation à la pédagogie des mathématiques des professeurs qui doivent être renforcés. D'autre part, la sensibilisation au biais de genre, à la pédagogie égalitaire, qui doivent être intégrées au concours en privilégiant notamment la formation entre pairs. Plus globalement, la culture de l'égalité doit davantage se diffuser au sein des établissements scolaires et notamment des contenus pédagogiques. Nous formulons également plusieurs recommandations afin de développer la culture scientifique pour toutes et tous et dans tous les territoires. La médiation, les stages, les sorties scolaires et les médias à caractère scientifique sont des vecteurs qu'il faut davantage mobiliser, notamment à destination des filles. Je vais maintenant laisser la parole à Marie-Do Ashliman pour le deuxième temps fort du rapport, le collège, le lycée et l'orientation vers les études supérieures. Je vous remercie. Merci Jocelyne. Bonjour à toutes et à tous. Après le temps de l'école primaire vient le temps du collège et du lycée et des premiers choix d'orientation. Une étape charnière car si les bons choix d'options ne sont pas faits à 14-15 ans, il est ensuite compliqué de rejoindre un parcours professionnel à forte dimension scientifique et mathématique. Ces choix sont encore extrêmement genrés aujourd'hui et l'on peut douter de leur caractère entièrement libre et éclairé au vu des inégalités, des pressions et des stéréotypes auxquels les jeunes filles font face encore aujourd'hui. Si l'écart de niveau entre filles et garçons en mathématiques tend à se réduire au cours du collège, on note en revanche de réelles différences dans leur rapport à cette discipline. En effet, 59% des garçons déclarent aimer cette discipline et 54% sont confiants dans leur capacité à accéder et à maîtriser la discipline mathématique, contre respectivement 42% et 40% des filles. Au lycée, les filles font très nettement moins que les garçons le choix de filières et de spécialités scientifiques. Certes, elles sont plus nombreuses que les garçons à accéder à une seconde générale et technologique, mais en terminale générale, seul un tiers des filles choisissent une combinaison de 2 spécialités scientifiques contre la moitié de garçons, et seuls 10% des filles choisissent l'option maths expertes contre un quart des garçons. Par la suite, seuls 17% des bachelières poursuivant des études supérieures optent pour des filières STEAM contre 44% des garçons. Second constat, il faut aujourd'hui délaisser la rhétorique autour du manque de confiance en soi et de l'autocensure des filles qui fait peser sur elles la responsabilité de leur faible choix d'une orientation scientifique. Et nous préconisons, plutôt que de changer les filles
il faudrait sans doute plutôt, d'une part, changer les mathématiques et les sciences, changer la façon dont elles sont perçues et enseignées, mettre en valeur davantage leur utilité sociale, afin d'encourager l'envie de science chez toutes et tous. D'autre part, nous recommandons d'agir davantage sur l'attitude des garçons et de promouvoir une réelle culture de l'égalité avec une tolérance zéro, évidemment, envers les comportements sexistes. Nous avons constaté par ailleurs un déficit global d'information sur les études et les carrières scientifiques, ainsi que sur les liens entre les choix et les orientations futures. Les choix de spécialité, évidemment. Afin de lutter contre ce déficit d'information, nous appelons à développer des campagnes de communication sur le portail ONICEP et sur Parcoursup, mais aussi à soutenir les clubs, les stages, les programmes d'immersion professionnelle, à l'instar de ce qui se fait et que nous avons découvert au Portugal avec cette institution nationale qui est néanmoins bien maillée sur le territoire du Portugal, Ciência Viva, qui permet de diffuser une culture scientifique intéressante et accessible à tous, aux jeunes, aux filles, mais aussi aux familles. Enfin, il est important de rénover les modèles d'inspiration des jeunes filles, puisque Marie Curie, par exemple, ne saurait être le seul modèle féminin. C'est un modèle imposant, écrasant, et il est évident que toutes les jeunes filles ont du mal à se représenter en future Marie Curie. Du reste, on ne demande pas aux garçons de se représenter en Albert Einstein avant de s'orienter vers des études ou des carrières scientifiques. Donc pourquoi faire peser sur les filles un poids aussi important qui pourrait les distinguer, les éloigner des carrières scientifiques de la sorte. Il faut donc présenter aux jeunes filles des rôles modèles qui sont certes inspirants, mais nous recommandons des rôles modèles surtout accessibles, proches en âge, qui ont brillamment réussi par leur travail, sans être forcément des génies. Enfin, qui peut le plus, peut le moins. Si elles sont des génies, on prend quand même, n'est-ce pas, la présidente? Et il y en a. On en a rencontré. Exactement. Nous appelons également de nos voeux la mise en place d'un véritable service public de l'orientation qui soit sensibilisé aux enjeux d'égalité femmes-hommes et qui associe les familles, principales prescriptrices des choix d'orientation de leurs enfants, et qui donc doivent-elles aussi sensibiliser aux enjeux d'égalité eu égard au positionnement et aux conseils qu'ils prodiguent à leurs enfants. Enfin, il est impératif d'agir davantage sur les représentations et les attitudes des garçons qui véhiculent bien souvent dans les classes, ça peut arriver, des propos sexistes qui alimentent la petite musique selon laquelle les filles ne seraient pas bonnes en mathématiques et dans les matières scientifiques et donc pas légitimes à poursuivre des carrières scientifiques. Cela implique de donner enfin de véritables moyens aux référents égalité filles-garçons, tant au niveau académique qu'au sein des établissements scolaires. Je laisse maintenant la parole à Marie-Pierre Monnier pour évoquer le troisième temps de notre rapport, l'enseignement supérieur. Je vous remercie. Merci Marie-Do. Bonjour à toutes et tous. Moi, je tiens à remercier la présidente qui a fait le choix avec la délégation de cette émission. Ça me touche très particulièrement parce que j'avais une vie avant d'être sénatrice et j'ai été professeure de mathématiques pendant 35 ans. Et c'est vous dire combien cette émission a beaucoup représenté pour moi. Et vous l'avez compris, vous n'avez peut-être pas encore vu le rapport, mais c'est un travail de fond comme c'est faire le Sénat qui a été fait, puisqu'il a 200 pages et de nombreuses auditions et déplacements. Donc, une fois franchies les barrières de l'orientation au collège et au lycée, les jeunes femmes se trouvent confrontées à de nouveaux obstacles. Aujourd'hui minoritaires dans les filières scientifiques de l'enseignement supérieur, elles y affrontent souvent un sexisme ordinaire et parfois des violences sexistes et sexuelles. Les classes préparatoires, les grandes écoles et les universités constituent un maillon décisif pour donner aux femmes toute leur place dans les sciences. Si l'enseignement supérieur concentre les inégalités héritées du secondaire, il en introduit également de nouvelles. En France, le pourcentage global de femmes diplômées dans le domaine des STEAM est très inférieur à celui des hommes diplômés, puisqu'il est de 13% d'étudiantes universitaires diplômées contre 40% d'étudiants diplômés. Les femmes demeurent sous-représentées dans les filières scientifiques les plus sélectives,
au sein des meilleures écoles d'ingénieurs françaises, alors même qu'elles intègrent les classes prépa scientifiques avec en moyenne de meilleurs résultats scolaires que les hommes. D'une part, les CPGE scientifiques recrutent dans un vivier aux 2/3 masculin et même à 70% masculin si l'on ajoute l'option mathématiques experte. D'autre part, on constate de la part des filles une véritable stratégie d'évitement des filières à forte composante mathématique. La plupart des classes prépa scientifiques affichent un taux de féminisation supérieur à 25%. Mais dans les nouvelles classes préparatoires mathématiques informatiques, l'absence quasi totale de filles est flagrante. Enfin, la proportion de filles admises dans les écoles scientifiques les plus prestigieuses, grandes écoles d'ingénieurs ou ENS, est encore plus faible puisqu'elle ne représente plus que 20% des étudiants admis aux concours les plus sélectifs. Au total, dans les quelques 200 écoles d'ingénieurs recensées en France, seuls 30% des 200 000 élèves qui suivent un cursus d'ingénieur sont des femmes. Ce taux était de 27% il y a 20 ans. Même au sein des écoles d'ingénieurs qui ont mis en place des politiques de féminisation de leurs effectifs, comme par exemple l'ESTP, Centrale Supélec ou encore l'IX, la progression de la proportion d'étudiantes reste lente et insuffisante. Dans les écoles normales supérieures, autre filière d'excellence en France, le taux de femmes admises dans les filières scientifiques est également très faible, à l'instar de l'ENS Ulm, où l'on compte moins de 20% de filles dans la section sciences en 2023 et 0% dans la filière maths informatique, ou de l'ENS de Paris-Saclay, où l'on compte seulement 11,5% de femmes parmi les inscrits en mathématiques. Enfin, au sein des disciplines scientifiques universitaires, si les femmes sont majoritaires en sciences de la vie et en médecine en 2023, 66% des étudiants dans les deux cas, elles sont minoritaires en sciences fondamentales, 33% des étudiants. Les raisons de cette faible présence de femmes au sein des études scientifiques les plus sélectives sont multiples. Elles ne s'y sentent pas attendues, ou pas les bienvenues, pas à leur place. Là, je reprends les mots d'Elisabeth Borne. Elles redoutent la très faible mixité de l'environnement et l'éventuelle toxicité d'un milieu très majoritairement masculin et compétitif. Elles souffrent de la persistance d'un climat de violence sexiste et sexuelle dont la réalité n'est pas encore suffisamment prise en compte par tous les responsables académiques, malgré une prise de conscience institutionnelle du phénomène. Garantir un environnement favorable et protecteur est essentiel pour que les talents féminins ne se perdent pas à ce moment décisif de la formation professionnelle, alimentant ainsi un phénomène bien connu du tuyau percé. C'est pourquoi nous proposons d'expérimenter de nouvelles solutions pour assurer une véritable mixité des carrières scientifiques. L'instauration de quotas en classe préparatoire et à l'entrée des filières scientifiques les plus sélectives et les moins féminisées, la mise en œuvre de dispositifs favorables aux filles, bourses spécifiques, augmentation de places en internat, regroupement de filles dans les classes les plus sélectives et compétitives, l'expérimentation de séquences non mixtes ponctuelles dans les parcours académiques scientifiques, une réforme de l'organisation des processus de sélection à l'entrée des grandes écoles, préparation au concours et épreuves de concours et la facilitation des passerelles, l'hybridation des parcours académiques. Toutes ces mesures ne donneront aucun résultat si la politique de lutte contre le sexisme et contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur scientifique n'est pas appliquée de façon homogène et volontaire par l'ensemble des responsables académiques. Je laisse désormais la parole à Laure Darcos pour une présentation de notre 4e séquence, le déroulé des carrières des femmes scientifiques. Merci beaucoup. Donc, la conséquence logique de cette faible féminisation des filières académiques scientifiques est donc une sous-représentation féminine dans les carrières, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie, de la recherche, de l'informatique ou du numérique.
Les femmes représentent aujourd'hui moins d'un tiers des chercheurs scientifiques et un quart des ingénieurs en France. Ce chiffre stagne ces dernières années. Elles sont encore moins nombreuses à occuper des postes à responsabilité au sein des laboratoires de recherche ou des départements R&D des entreprises. Dans un contexte de forte tension en compétences dans les secteurs liés à la transition numérique, à la transition écologique, à l'intelligence artificielle ou encore à la santé, un vivier scientifique élargi est vital, où la mixité est gage d'innovation, de performance et de qualité, tant dans les laboratoires que dans les entreprises. Aujourd'hui, il est indispensable de former au moins 20 000 ingénieurs et 60 000 techniciennes ou techniciens de plus chaque année pour permettre à la France de rester compétitive dans ces domaines. En outre, environ une femme sur deux, après avoir opté pour une carrière scientifique, quitterait ce champ professionnel au cours des 10 années suivant l'obtention de son diplôme. C'est le phénomène, effectivement bien connu, du tuyau percé que Marie-Pierre Bonnier évoquait. Celui-ci creuse les inégalités salariales entre femmes et hommes, notamment dans le domaine de la recherche scientifique. On constate ces inégalités dès la procédure de recrutement des chercheurs. Le déroulé de la carrière, ensuite, est également pénalisant pour les femmes. Le modèle professionnel du bon chercheur scientifique, implicitement masculin, entièrement consacré à son activité professionnelle, peut être dissuasif pour les femmes pour qui la difficile conciliation entre vie professionnelle et vie familiale aggrave le manque d'attractivité de la recherche scientifique. Ce manque d'attractivité est également accentué par les prévalences de toute la palette des violences sexistes et sexuelles dans ce domaine. Que ce soit le sexisme ordinaire, encore profondément ancré dans le monde scientifique, ou toutes les violences sexistes et sexuelles dont les femmes peuvent être victimes. Ces violences sont particulièrement présentes au moment de l'entrée dans la vie professionnelle, et il est donc essentiel d'agir en amont. Afin d'accélérer la féminisation des secteurs professionnels scientifiques, nous formulons donc plusieurs recommandations. Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, des quotas de genre pour le recrutement et les promotions des femmes, des formations au biais de genre, des jurys de recrutement et des comités de sélection, la mise en œuvre de programmes d'accompagnement et de mentorat des femmes vers des postes à responsabilité. Pour une plus grande mixité au sein des carrières scientifiques dans l'entreprise, notamment au sein des métiers de l'ingénierie, nous recommandons de sensibiliser les chefs d'entreprise et les directions des ressources humaines aux enjeux de la diversité des recrutements comme facteur d'innovation et de performance économique. La délégation est également favorable à une réflexion plus poussée concernant l'égaconditionnalité des aides publiques à la recherche. Pour maintenir les femmes dans les carrières scientifiques, nous recommandons des mesures de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Une réforme du congé paternité et du congé parental pour une plus grande égalité dans le déroulé de carrière des pères et des mères. Pour les jeunes parents, un allègement des charges administratives et pédagogiques des chercheuses au retour des congés maternité, des décharges d'enseignement et un soutien spécifique aux jeunes parents chercheurs, ou encore une valorisation du travail collectif et en équipe. Enfin, le renforcement de la lutte contre le sexisme ordinaire et les violences sexistes et sexuelles dans les secteurs scientifiques doit contribuer au maintien des femmes dans ce secteur et à la féminisation de leur recrutement. Je vous remercie. Peut-être répondre à vos questions. C'est à vous. Voilà ce rapport très complet sur l'ensemble de la vie d'une future scientifique. Est-ce que vous avez des questions ? Donc bonjour, Clément Rocher, journaliste à l'Étudiant. Je voulais savoir si vous aviez aussi des préconisations pour lutter contre les inégalités salariales, notamment pour les femmes ingénieures. Je vais commencer à répondre, mais en fait, oui, c'est de fait, de toute façon, lutter contre les inégalités salariales, où que ce soit, ça c'est de toute façon quelque chose d'important. En fait, je ne crois pas qu'il y ait forcément, en début de carrière, de vraies inégalités salariales. Ces inégalités, elles vont se creuser au fur et à mesure à cause de tous ces freins dont on vous a parlé, et entre autres, la maternité, qui est vraiment un coup de frein à la carrière d'un certain nombre de femmes. Notamment en post-doctorant. Et notamment, voilà, au niveau des doctorantes, au niveau des chercheuses, où on voit que c'est souvent 3 ans après le premier enfant qu'elles quittent
finalement ce milieu qui n'est pas du tout adapté au fait de pouvoir avoir des enfants et qui ralentit énormément les femmes qui ont des enfants. Donc c'est effectivement un sujet qui nous préoccupe. Mais peut-être qu'il y a d'autres... Moi j'avais envie de détourner la question. Je peux? Parce que je me disais, au fond, il manque 20 000 ingénieurs en France à l'heure actuelle. On a eu de grosses alertes de la part des grandes écoles sur ce sujet. Et les femmes n'y vont pas. Donc ce n'est pas forcément l'égalité salariale, mais elles se ferment des métiers qui sont très rémunérateurs, qui parlent d'informatique, qui sont parmi les techniques nouvelles. Et ça, je trouve que c'est une perte pour elles et pour la société. Elles choisissent souvent des professions où elles trouvent un peu plus... enfin, elles cherchent bien l'intérêt qu'elles vont retrouver dans ce qu'elles vont faire. Voilà. En tant que prof de maths, l'égalité était la même, mais elles n'y sont pas non plus. Elles s'enlèvent de ces matières-là. Bon, ça, je reviendrai. Mais c'est surtout ça. C'est pourquoi nous, les femmes, alors que nous avons un cerveau, ça a été dit, comme les hommes, que nous avons des qualités pour y arriver, nous nous fermons ces portes-là. Je trouve ça absolument... Alors que ça donne plus d'autonomie financière. En plus, et oui, et oui. Ça va leur permettre, oui, d'avoir une plus grande autonomie financière. C'est dans ce sens. Il y a une question en visioconférence de Marie-Christine Corbier pour les Échos. Allez-y. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez tout d'abord? Oui, oui. Super. Marie-Christine Corbier des Échos. Donc, je voulais revenir sur ce que vous avez évoqué, à savoir le fait d'expérimenter de nouvelles solutions. Vous avez parlé de quotas dans les classes prépa. Or, Elisabeth Borne avait dit qu'elle voulait atteindre au moins 20% de filles dans chaque classe prépa scientifique en 2026 et 30% en 2030. Donc, sur ce point-là, est-ce que vous êtes aligné avec la proposition qui a déjà été faite ou est-ce que vous préconisez d'aller au-delà? Ça, c'est ma première question. Et il me semble avoir entendu, mais voilà, c'était pas très net, le fait de votre proposition de séquence non mixte. Est-ce que vous pourriez préciser les choses? Merci beaucoup. Alors, Laure Darcos, je réponds déjà à la premier volet. On est totalement alignés sur la proposition d'Elisabeth Borne. D'ailleurs, en fait, on avait commencé nos auditions avec déjà ce sujet-là et cette recommandation. Et pour rien vous cacher, on avait reçu l'administration centrale de l'éducation nationale qui nous laissait entendre que ça pourrait être une piste avant qu'Elisabeth Borne l'annonce. On était en plein dans notre séquence d'audition au premier semestre de cette année. Donc on est bien évidemment tout à fait d'accord. On ne peut pas, enfin, je veux dire, aller au-delà de 30, déjà 30%, ça serait déjà formidable. Mais, vous voyez, dernièrement, on a fini par une audition à Louis-le-Grand avec Dominique Verrien, et on a vu beaucoup de ces jeunes filles en classe prépa. Il va falloir aussi convaincre les femmes, parce qu'elles sont quand même un peu réticentes pour certaines à aller vers ce système de quotas, en se disant, moi, je veux pouvoir être prise dans toutes ces grandes écoles pour mes compétences intellectuelles et scientifiques, et non pas parce que je suis femme. Et nous, dans notre esprit, c'est de dire, à compétences totalement égales entre un garçon et une fille, c'est de pousser les filles à aller plus loin, parce qu'on sait que certaines vont s'arrêter, même au milieu du gué, entre la première et la deuxième année de classe préparatoire. Et du coup, on s'était permis de prendre notre exemple des quotas dans le monde politique, en disant d'une certaine manière, pensez aussi que vous agissez et que vous travaillez pour les générations suivantes. La première génération sera toujours soupçonnée d'avoir été prise parce qu'on est un quota. Ça a été le cas pour la politique. Mais en fait, après, ça rentre dans les mœurs et vous travaillez pour les générations suivantes qui vont bien faire comprendre qu'elles sont aussi compétentes que les hommes, mais simplement on leur laisse toute leur place. Voilà, et vas-y sur les classes. Je voudrais juste rajouter un propos à ce qui a été excellemment dit par Laure. Cet objectif nous semble ambitieux, mais réaliste, mais ambitieux déjà. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette progression, car il s'agit d'une progression, nécessite de faire des efforts en amont sur tous les stades de la scolarité de la jeune fille, depuis le primaire, le collège, le lycée. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de reconstituer ce vivier de jeunes filles intéressées et qui cultivent, qui acquièrent le goût des mathématiques et des disciplines scientifiques. Et pour cela, il faut les aider à davantage choisir les spécialités, les options scientifiques, à la fois en seconde, en première et en terminale,
pour pouvoir acquérir les fondamentaux de cette culture scientifique et technique qui est nécessaire pour leur permettre de postuler à ces grandes écoles particulièrement élitistes et d'excellence. Donc ça veut dire qu'il faut quelques années. Et il faut donc préparer ces jeunes filles en les aidant à travers cette orientation qui est capitale. Donc ça ne va pas être de la magie, comme pour souvent les sujets sociétaux. Il faut prendre le temps et agir surtout à tous les niveaux d'intervention. Merci. Alors d'abord, non-mixité. D'abord, il faut savoir que sur les écoles, les ENS, avant 86, c'était pas mixte. Vous aviez d'un côté les filles, d'un côté les garçons, et donc 50% de filles étaient présentes à l'ENS. Puis on a rendu ces écoles mixtes, et du coup, notre place s'est effondrée. Moi, je vais vous citer quelques exemples, parce qu'on a repris ça aussi, parce qu'on a rencontré des gens qui nous expliquaient qu'ils le mettaient déjà en place. Par exemple, alors je ne sais plus laquelle école c'était, mais c'était des espaces temporaires ponctuels, à des moments charnières des études scientifiques. Et il y avait par exemple des stages thématiques d'approfondissement au cours de leurs années d'études. Parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal d'abandon de filles dans les premiers mois aussi, avant les vacances de Toussaint. Donc c'est aussi comment arriver à les garder. Il y a des coups de boost, des stages de boost qui existent pendant les vacances de Toussaint, offerts aux filles, et il faut le faire. Il faut arriver à les fidéliser une fois qu'elles ont franchi cette étape, qui est en fait la plus dure. C'est réussir le concours et rentrer dans l'école. Il faut continuer. Lyon, par exemple, l'ENS de Lyon a proposé des stages aussi pour arriver à les rassembler. Et Polytechnique envisage de rassembler les jeunes femmes, et alors elle veut aller plus loin, je ne sais pas si elle ira jusque-là, mais de faire une prépa étoile. Vous savez, la prépa étoile, c'est la plus, et de faire une classe que de filles, une classe étoile que de filles. Parce qu'elles ont du mal parfois à se retrouver. Elles savent, elles ont intériorisé que ça va être dur d'être avec une majorité de garçons et d'arriver à s'imposer et d'éviter tous les comportements sexistes. Elles le savent, elles l'ont intégré. Donc parfois, elles n'y vont pas tout simplement parce que ça va être peut-être trop dur pour elles. Elles n'ont pas envie d'être dans des conditions qui soient désagréables pour elles. Et par contre, je reprends sur ce qu'elles ont dit, il faut vraiment arriver à beaucoup communiquer là-dessus et en parler largement. Comme Laure, elle le dit souvent, nous, on est un pur produit, enfin moi, je suis un pur produit de la parité. Et s'il n'y avait pas eu ça, je n'y serais pas. Parce qu'on a quand même beaucoup le syndrome de l'imposture, nous les femmes, qui fait qu'on ne s'ouvre pas beaucoup de portes. Et donc, il faut aussi travailler pour expliquer que les quotas, c'est un premier temps, comme elles ont dit, pour nous permettre à fond d'intégrer ça à tout le monde. Et autant les garçons que les filles. On a beaucoup dit dans le rapport aussi, il faut travailler aussi sur comment globalement, hommes et femmes, on perçoit notre place. Parce que c'est ça aussi qui fera bouger les choses. Je voudrais intervenir sur le quota et les 30%. En fait, ce n'est pas tant les élèves, parce que les élèves seront toujours libres de choisir. C'est vraiment inciter les professeurs, donc dès le départ, effectivement, à faire en sorte qu'à la fin, on ait des filles qui aient envie d'aller faire des sciences et d'y aller. Et le 30%, ça n'est pas un hasard, c'est à partir de 30% qu'on se sent en mixité. En dessous de 30%, on se sent en totale minorité et du coup, on a du mal à y aller. C'est pas un problème de compétence, c'est ce qu'on disait. Le professeur de mathématiques de prépa du Parc nous disait qu'au niveau de Parcoursup, quand il sélectionnait les meilleurs profils. Dedans, il y avait 40% de filles. Donc, on les a. Sauf qu'à sa rentrée, il n'en avait plus que 20% parce qu'elles étaient parties ailleurs, parce qu'elles devaient considérer pour certaines que médecine, ça pouvait être mieux, et je ne vais pas dire le contraire, nous avons besoin de médecins, mais que peut-être ce n'était pas un endroit pour elles. Et c'est vrai que le proviseur de Louis-le-Grand nous disait aussi qu'il avait des filles qui étaient pourtant, et on les a rencontrées, donc des personnalités, des vraies personnalités. Au sein d'une classe où elles sont en minorité, c'est plus compliqué à gérer. Donc il faut, d'où aussi cette idée d'avoir au moins 30% de filles. Et d'avoir ces endroits, du coup, quand on n'arrive pas à avoir ces 30%, ou du coup...
et filles et garçons vont pouvoir s'exprimer à égalité, avoir ces endroits de non-mixité où les filles vont pouvoir parler. Parce qu'on se rend compte que dans une foule de scientifiques ou de pas scientifiques, si la première personne qui pose une question est un homme, tant que tous les hommes n'auront pas posé leur question, les femmes ne parleront pas. Si la première personne qui prend la parole est une femme, alors la parole se distribuera entre les hommes et les femmes de façon égalitaire. Donc c'est pour ça qu'il faut faire avec la façon dont notre société se construit et aider les filles à prendre leur place et former tout le monde à leur laisser. Et vous évoquez, alors vous avez évoqué l'ENS et Polytechnique. Est-ce que sur la non-mixité, vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus large, c'est-à-dire que ça se généralise et qu'il y ait des classes non mixtes dans toutes les classes prépa scientifiques? C'était pas des classes non mixtes, c'est des temps de non-mixité. Des classes non mixtes, ça sera très compliqué, sauf Polytechnique qui souhaitait peut-être en effet encourager une classe étoile spécifiquement féminine. Mais honnêtement, il faut aussi, comme l'a dit Dominique à l'instant, que les garçons savent travailler avec les filles et reconnaissent leurs compétences. Donc revenir à une non-mixité totale, ça serait, à mon avis, pas judicieux de toute façon pour notre société. Mais d'avoir ces temps sur un projet, par exemple, comme le disait Dominique, un projet où on puisse peut-être avoir vraiment une majorité de filles ou même peut-être que des filles, que ce soit non mixte, pour qu'elles puissent être sûres de pouvoir prendre leur place dans la préparation et la présentation de ce projet. Donc c'est une préconisation ou une recommandation qu'on fait à l'ensemble des écoles pour qu'elles s'en emparent. Mais bien évidemment, après, ça n'est qu'une recommandation. J'avais une question de Manon Lamoureux pour Newstank Éducation et Recherche, si vous souhaitez intervenir. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je voulais vous demander si certaines recommandations de ce rapport, comme vous le disiez, ce sont des recommandations, pourraient se traduire par des propositions et à quel niveau, notamment législatif. Je pense tout ce qui concerne la formation des enseignants et à ce qui concerne aussi la proposition de rendre obligatoire un plan de lutte contre les VSS dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors, en fait, sur la formation, tout ne dépend pas de la loi. Ça, c'est le gros... Enfin, c'est un inconvénient, mais parfois un gros avantage. Et surtout, en ce moment, ça peut être un gros avantage. Donc, tout ne dépend pas de la loi. Il peut y avoir du réglementaire. Et en l'occurrence, au niveau de l'éducation, c'est beaucoup du réglementaire. Donc, sur la formation, par exemple, la formation des enseignantes, c'est quelque chose... Et je crois d'ailleurs que, pour le coup, Elisabeth Borne est alignée avec nos propositions sur le fait que nous avons besoin de former les professeurs des écoles aux sciences, puisque... Jocelyne Antoine le disait, tout commence au cours préparatoire, dans les 4 premiers mois du cours préparatoire, et entre autres parce que effectivement nous avons des professeurs des écoles, femmes, littéraires, qui n'aimaient pas spécifiquement les sciences et qui, semble-t-il, transmettent plus facilement ce dégoût des sciences, alors sans aller ce dégoût, mais cette prévention vis-à-vis des sciences, le transmettre plus facilement aux filles qu'aux garçons. Donc voilà, donc tout n'est pas réglementaire. Et sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, c'est, alors pour le coup, un mantra de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Partout, nous devons lutter. Mais le principe avance, puisque j'étais... lundi soir à une remise du prix ETP au féminin. Donc c'est des filles qui ont fait l'école spéciale des travaux publics et à qui on remet un prix parce qu'elles ont un parcours justement enthousiasmant et qu'elles seront nos futurs rôle modèles demain. Donc effectivement, ce ne sera pas Marie Curie, mais des femmes qui ont réussi dans les travaux, réussi dans leur vie, dans leurs ambitions. Et donc c'est des beaux modèles. Et j'avais 2 responsables d'entreprise qui sont intervenus et notamment l'un d'eux qui a insisté sur le fait qu'il fallait sécuriser le lieu du travail et veiller à lutter contre les violences sexuelles et sexistes. C'était le patron d'une grosse entreprise de bâtiments et de travaux publics, et donc je suis ravie parce que quand j'ai entendu ça, je me suis dit que ça y est, ça infusait. Donc il faut effectivement que ça infuse. Il faut que ça infuse dans l'enseignement supérieur. Je pense que là, il y a encore beaucoup d'omerta, mais aujourd'hui, les moyens sont là pour le faire. Il faut avoir la volonté des enseignants, des dirigeants
et des écoles et des entreprises de lutter. Et donc voilà, je ne suis pas sûre qu'il faille... Enfin, il va y avoir une loi cadre. Normalement, il devait y avoir une loi cadre qui arrive pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes, évidemment dans le monde scolaire, dans le monde étudiant ou dans le monde du travail. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'une loi pour se dire que c'est juste absurde et qu'il faut arrêter, que les femmes sont les bienvenues. On en a besoin dans le monde du travail et donc il faut évidemment leur faire des conditions sans violence pour qu'elles puissent s'épanouir. Je peux compléter? Bien sûr. Sur les VARS, parce que c'est un sujet qu'on porte quand on parle de violences sexistes et sexuelles, tout ça, ça se construit très tôt. C'est-à-dire que on s'est beaucoup bagarré de façon très transpartisane au Sénat pour que les heures d'éducation à la vie sexuelle et affective, elles aient lieu. Là, pour le coup, le programme a été défini, ça devrait démarrer. Et c'est là aussi où la relation fille-garçon prend sa place et le respect des uns et des autres également. Donc ça, c'est un moyen... Enfin, c'était pas directement dans la loi, tu as raison, c'était de l'ordre réglementaire, mais on alerte, même si c'est pas directement la loi qu'on va modifier. Et puis pour parler un peu éducation, il y a une réforme de la formation des enseignants qui est en cours, dans laquelle, normalement, il y aura, en particulier pour les professeurs des écoles, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ils pouvaient venir d'horizons divers, de formations différentes, en licence, il y aura un recentrage quand même sur les sciences. Nous, je crois qu'on a mis un passage où on voulait que, justement, automatiquement, les sciences soient travaillées pour que le concours, oui, c'est ça, au niveau du concours final, on soit sûr qu'ils aient tous bien une certaine qualification, parce qu'après, je reconnais, pour connaître bien ma matière, la mathématique, que c'est assez abstrait, difficile, tout ça, et que donc il faut qu'on accompagne les enseignants qui ont, dans le premier degré, parfois, dans le premier degré, à les enseigner. Après, second degré, on est spécialisé vraiment et on avait une qualification autre. Voilà. Merci. Peut-être un élément de complément aussi. Je voulais vous demander si vous pouviez nous donner des précisions sur la proposition dégâts conditionnalité de l'aide publique à la recherche, type crédit de recherche ou test chiffres. Comment ça peut se traduire, cette proposition? Est-ce que vous pouvez donner des précisions? Merci. Oui, c'est pas évident, mais d'autres l'ont fait. Je prends même par exemple le secteur du cinéma, en fait, où des subventions sont données en fonction aussi de le juste équilibre entre des productions faites par des femmes, des réalisations par des femmes ou par des hommes. Donc après, c'est compliqué, mais l'ANR, par exemple, l'Agence nationale de la recherche, pourrait en effet demander à savoir s'il y a parité ou en tout cas des femmes dans telle ou telle équipe, dans tel ou tel projet, pour pouvoir peut-être permettre des subventions. Voilà, ça serait une possibilité. C'est quelque chose qu'on a sorti comme ça parce qu'on y croit et que on sait très bien que malheureusement c'est souvent la carotte financière qui pousse les gens à changer. Je pense que c'est très important, comme on le voit dans les entreprises. Le RSE a pris une place extrêmement importante et donc avec également du coup les droits des femmes. On le voit par exemple sur l'application Copé-Zimmermann, donc dans les entreprises privées. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas conditionner aussi des aides du CIR ou du CIFRE en fait en fonction de cette présence des femmes dans les équipes. Si on peut avoir en plus des chefs d'équipe femmes, c'est encore mieux, mais je pense que c'est très important. Donc c'est en tout cas une recommandation qui nous tient à cœur. Juste un petit point de précision à ce sujet, parce que je m'étais permise de lancer cette idée à l'occasion d'une de nos premières auditions. Je crois que c'était l'Académie des sciences, je ne suis pas sûre. L'idée, c'était en fait de voir ce qui se passe, notamment en termes de marché public, où il y a certains critères qui sont parfois distingués comme étant des critères positifs, qui ont un impact. Je pense notamment à tout ce qui concerne la production, les circuits courts, par exemple, pour les marchés publics en termes d'alimentation, pour la restauration scolaire. Mais cela opère pour d'autres sujets. Et à partir du moment où on considère que la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'accès des femmes à des études et carrières scientifiques est une priorité dans un objectif global d'équilibre de la société, pas seulement d'accomplissement des femmes, on pourrait prendre en compte cet argument, d'autant que dans nos échanges et dans les auditions que nous avons menées, nous avons aussi souvent entendu le fait que
dans une entreprise où il y avait une mixité, il y avait un autre état d'esprit, il y avait une autre atmosphère. Et dans la matière scientifique, nous savons aussi que le fait que la recherche en matière scientifique porte sur des sujets qui concernent aussi les femmes, c'est-à-dire un peu plus de la moitié de l'humanité, ce n'est pas une mauvaise chose dans l'idée de pouvoir régler certaines problématiques, des pathologies, etc., etc. Donc c'est vraiment, en fait, le terme éthique est un peu fort, je concède, mais l'idée c'est de considérer que cette préoccupation est une préoccupation à impact pour la société, pour l'économie en général, pour la santé aussi, et pour la compétitivité des entreprises, parce qu'il y a aussi un impact économique à ce que des entreprises soient bien managées, bien gérées, avec un bon climat social. Et donc, à partir de là, il pourrait y avoir cette égaconditionnalité pour que les choix soient faits en amont, en prenant en compte cet objectif. Et je crois qu'il y a une seconde question de Newstank Alice Maetrachi, si vous souhaitez prendre la parole. Oui, bonjour, merci. J'avais une question concernant l'EPF qui a mis en place un concours réservé aux femmes. Est-ce qu'il pourrait servir de modèle pour d'autres écoles afin de limiter les effets des concours compétitifs, comme ça a été mis en évidence dans une étude de l'Institut des politiques publiques? Oui, je disais que de mon temps, c'était il y a 35 ans, un peu plus même au moment des concours, l'EPF, ce n'était que pour les femmes. C'était une école spécifiquement, d'où école polytechnique féminine, quoi. C'est pas pour rien. Et ensuite, ils se sont ouverts, alors peut-être aussi ont découvert la joie et les avantages de la parité, mais je pense que s'ils reviennent un peu à leur source, c'est probablement aussi pour ça. Et avec cet exemple que donnait Marie-Pierre Monnier, c'est qu'avant, quand on avait Sèvres et Ulm où il y avait des hommes et Sèvres où il y avait des femmes, on avait en France de grandes mathématiciennes. Aujourd'hui, nous n'en avons plus parce que depuis qu'on a rendu le concours mixte, les filles ne vont pas sur le concours mixte, alors qu'elles allaient à Sèvres et qu'elles étaient reconnues internationalement, ce qui prouvait qu'elles avaient les compétences. Aucun doute qu'elles avaient les compétences. Aujourd'hui, on a perdu ces femmes et c'est dommage. Donc peut-être qu'effectivement, c'est une bonne chose. Je vais continuer à dériver parce que je me disais que aussi ce qu'il faut, c'est qu'elles veuillent aller là-bas. Donc il faut des places d'internat parce que souvent il n'y en a pas. Les internats sont souvent de garçons. Je pense au rural, moi je suis rurale. On a proposé aussi que peut-être les 2 premières années puissent se faire après le bac en rural, parce que quand vous avez 20 ans, vous avez pris 2 années, enfin, c'est une étape. Peut-être que vous serez plus enclin après à oser partir. Il y a des bourses aussi. Donc il y avait Centrale Supélec, ils ont donné des bourses ciblées pour les femmes issues du milieu défavorisé. C'est 8 000 € par an pendant 3 ans. Et puis il y a aussi le NS Lyon encore. Alors là, c'est normalement depuis cette rentrée. C'est des bourses dans un secteur où tout à l'heure on vous a dit qu'il y avait très peu de femmes. C'est Maths et Info qui sont admises sur des critères de la pertinence de leur projet individuel. Et là, c'est 12 000 € par an pendant 4 ans. Tout ça, ça peut faire aussi, en plus de la mixité ou des quotas, ça peut faire que ça favorise la place des filles. Il y a également une question de Delphine Schiltz pour le Journal des Sociétés. Allez-y. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Oui. Je voulais revenir sur la question des quotas et des modalités de leur mise en œuvre. J'aimerais savoir si vous les envisagez comme juridiquement contraignants. Oui, bien sûr, parce que ça ne sert à rien de mettre des quotas si ce n'est pas pour être respecté, quoi. Ouais, voilà. Vous savez, alors je vais changer de sujet là aussi, mais quand on voit en ce moment les maires des petites communes qui vous disent que c'est compliqué pour aller chercher des femmes, on suppose que ça va être compliqué à mettre en place, mais on est la moitié d'hommes, la moitié de femmes, donc c'est aussi arriver à mettre toute une politique en place qui nous permet d'avoir notre place. C'est ça aussi qu'il y a derrière. C'est parce que souvent on se fait des barrières, nous, mais on nous fait des barrières dans la société. Donc c'est ça, ça sera difficile et sûrement qu'il faudra peut-être un texte de loi qui les impose, comme Madame Borne a commencé à le faire. Voilà, il faudra des ministres qui nous soutiennent là-dedans, mais oui, il faut que ça soit une obligation parce que sinon, on n'y est pas.
bonjour, Noémie Baroir pour The Meta News. Vous avez parlé du modèle traditionnel du bon chercheur qui attend des femmes les mêmes exigences que les hommes. Dans la recherche, il y a aussi une grande exigence de publication, etc. Est-ce qu'il faut du coup revoir tout le modèle d'évaluation de la recherche Alors, peut-être pas d'évaluation, mais en tout cas, peut-être mettre en place un peu d'éthique. Je vais vous raconter juste une anecdote qu'on a vécue en direct. Ça n'est pas rare que des jeunes femmes, jeunes chercheuses, se fassent piquer leurs travaux par leur directeur de labo, de thèse, en disant que comme ils sont plus connus, ça sera mieux pour la publication sur Nature ou autre. Ça n'est pas possible. Voilà. Et on l'a vécu en direct. C'est une jeune femme qui nous l'a dit. Et en plus, on a repéré, on a compris de qui elle parlait. Et c'est terrible parce que du coup, je pense que ça a toujours existé. Et quand on a reçu des grandes chercheuses, des grandes scientifiques chez moi, sur le plateau de Saclay, elles-mêmes entre elles ont échangé sur le fait que, sur le moment, ça leur a pas paru être totalement anormal. Parce qu'il y avait en fait ce côté paternaliste en fait de certaines directions de recherche. Et en fait, elles comprenaient simplement maintenant, en 2025, à quel point c'était pas normal. Et qu'aujourd'hui, elles prenaient conscience qu'elles avaient vécu en fait une violence sexiste d'une certaine manière. Donc oui, je pense qu'il va falloir changer ce mode de fonctionnement. Et c'est aussi pour ça qu'on veut pouvoir faire de la formation, des comités de recrutement, mais des comités d'éthique, pour que en fait, tout le monde puisse, autant hommes comme les femmes, puissent comprendre l'importance de donner sa chance à tout le monde. Et c'est pas parce qu'on part en congé maternité qu'on a le droit de se faire piquer ses travaux et qu'on revienne et qu'on ait malheureusement la mauvaise surprise de voir qu'en fait ils ont été repris, que vous ne signiez pas au bas de l'article. Et là, je voudrais insister sur le courage que doivent avoir ceux qui dirigent pour soutenir celles qui se font voler leurs travaux contre ceux, quand bien même sont-ils des pontes et très connus, oui, qui volent. Voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup de lâcheté, et ce qui fait que les femmes se sentent, en plus d'avoir été volées, se sentent méprisées, flouées, et donc elles s'en vont. Voilà pour les conclusions de ce rapport sénatorial sur la place des femmes dans les sciences. Pour y parvenir, les parlementaires ont auditionné 120 personnes, et notamment des femmes scientifiques, pour qu'elles partagent leurs expériences. Une astrophysicienne, une glaciologue, la présidente de l'Académie nationale de chirurgie, entre autres. On écoute leurs témoignages. C'est évidemment un grand honneur d'être là parmi vous aujourd'hui, mesdames, et aussi merci, messieurs, d'accompagner notre combat. On a absolument besoin de vous. Alors, je me permettrai de me présenter peut-être pendant 5 minutes et puis vous montrer mes préoccupations pour l'avenir. Alors, pour me présenter à vous, je suis d'origine lorraine et alsacienne, un mélange. Donc, merci aux représentants du Grand Est qui sont là pour soutenir les femmes de la région. J'ai fait ma scolarité à Thionville et ensuite je suis partie en 1979 à la faculté de médecine de Strasbourg où j'ai tout de suite été intéressée par la cause des femmes. J'avais absolument envie de faire de la gynécologie obstétrique. Il me semblait que notre présence était capitale. On donne la vie et on accompagne malheureusement la mort, parce que une des premières causes de mortalité de la femme, c'est le cancer du sein. Donc j'ai trouvé que c'était important d'accompagner ces femmes du début à la fin. Et j'ai été très accompagnée, je dirais, par mon patron de l'époque, qui s'appelait le professeur Renaud, Robert Renaud, qui est plus de ce monde. Et j'aimais bien sa notion de la chirurgie. Il disait la chirurgie est un métier formidable qui nous permet de nous mesurer à la maladie pour la vaincre aujourd'hui et la comprendre demain. Donc il nous disait à l'époque, quand on était jeune, ok, vous aurez la technique, vous réussirez à traiter des maladies, mais surtout faites de la prévention, essayez de comprendre les choses. C'est ça l'avenir de demain, c'est que la maladie disparaisse. Donc j'étais très inspirée par lui et c'est lui qui a fondé, je ne sais pas si vous le savez, mais le dépistage organisé des cancers du sein.
On en avait eu l'idée dans les années 85. On avait tenté de convaincre les collègues, c'était non. On a retenté en 86. Il m'a dit on lâche pas, on y va, on continue. 87, 88 et 89, on a réussi. 15 mai 89, on a lancé en Alsace premier dépistage des cancers du sein. Et ça marchait formidablement bien. Maintenant, on a des problèmes. Les taux de participation ne sont plus au rendez-vous. Mais voilà, c'était cette action de prévention qui m'avait plu. Et puis, on faisait beaucoup de recherches à l'époque. Et je disais à mes collègues du CNRS, c'est grâce à vous aussi qu'on a transformé la chirurgie. L'idée, c'était de faire une médecine transdisciplinaire, sortir notre discipline, aller vers les autres disciplines et leur poser des questions. Et on a contacté notre équipe du CNRS à l'époque en disant on pense qu'on surtraite les femmes, d'ailleurs on surtraite les hommes aussi. Il faut minimiser notre chirurgie, il faut que l'acte soit plus pointu. Et on a lancé une technique, on a été les premiers à lancer les brevets en France, maintenant c'est mondial, la technique du ganglion sentinelle. Et c'est nos amis du CNRS qui nous ont fabriqué les sondes et les caméras. Sans eux, on n'aurait jamais fait ça. Et donc ça nous permet de faire maintenant une chirurgie pour les hommes et les femmes qui soit dans la désescalade. Ça, c'est sur le plan un petit peu recherche. On a fait d'autres choses dont on pourra parler. Et puis, on a lancé de l'enseignement des maladies du sein en France, bien sûr. Et puis, à l'étranger, on a fait un premier diplôme des maladies du sein en Algérie, ensuite au Sénégal, ensuite en Syrie. Maintenant, on va accueillir des médecins ukrainiens pour une formation en France. Donc, ce côté enseignement était très valorisant pour les jeunes, je trouvais. Donc, du soin, donc forcément, on assure les services hospitaliers. Je suis chef de service d'un service de chirurgie qui est à l'ICANS. C'est l'Institut de cancérologie Strasbourg-Europe. Mais ces métiers nous permettent de continuer notre recherche. Et j'en dis juste un mot, notre recherche actuelle, c'est s'intéresser à la cause des cancers. Pourquoi on a tellement de cancers du sein en France? Vous savez qu'on est le premier pays dans le monde en termes d'incidence des cancers du sein. C'est chez nous, en France, que si vous prenez 100 000 femmes, le taux de cancer du sein va être le plus élevé. Et c'est un cancer qui touche à peu près une femme sur 8. Donc notre combat, c'est d'essayer de comprendre la maladie, d'où ça vient, pourquoi ça progresse, pourquoi ça touche des jeunes femmes. Et on a une piste très sérieuse qui est liée à l'environnement. Et pourquoi les chirurgiens s'intéressent à l'environnement, c'est parce que les chirurgiens peuvent faire des dosages au moment où ils opèrent dans les tumeurs et aller regarder les taux de pesticides, les taux de PFAS, les taux de certains métaux. Il y a le même phénomène dans le cancer de la prostate ou dans le cancer du pancréas. Donc c'est important que les chirurgiens soient là aussi pour comprendre les maladies. Toujours l'idée de M. Renaud, comprendre la maladie. Et je crois que nos actions en santé publique permettront de réduire les cancers. On a cet objectif-là en tous les cas. Et donc voilà pour mon parcours, un peu soins, recherche, enseignement. Et ce qui m'a paru important, c'est de rejoindre l'Académie nationale de chirurgie, parce que je suis chirurgien. Et il y a très, très peu de femmes représentées à l'Académie de chirurgie. Et je trouve que ce n'est pas bien, parce que quand vous regardez le fonctionnement d'un hôpital, qui fait fonctionner les hôpitaux? C'est les femmes. Elles sont infirmières, elles sont aides-soignantes, elles sont anesthésistes, elles sont dans les blocs opératoires, elles sont là. Et finalement, elles n'ont pas voix au chapitre. Et si on regarde dans les carrières hospitalo-universitaires, il y a un vrai barrage pour les femmes. Elles peuvent assurer, vous voyez, le service hospitalier quotidien, mais quand il y a une responsabilité à prendre, non, elles ne sont pas dans la salle, elles ne sont pas là. Donc il faut faire bouger les choses au niveau des carrières hospitalo-universitaires pour qu'elles deviennent chefs de service, pour qu'elles deviennent présidentes de CME, pour qu'elles deviennent doyennes ou académiciennes. Donc on a ce combat-là avec les CNU et on essaye de faire changer les choses. Et l'Académie est, comme vous le disiez, une vieille structure, 1731, fondée par le premier chirurgien du roi Louis XV. Et beaucoup de décisions étaient prises jusqu'à présent sans les femmes. Donc on a pris une décision, aucune grande décision en chirurgie en France, il n'y a pas au moins une femme présente et qui accepte la décision. Et le combat de l'Académie cette année va être un combat en faveur des femmes, et les académiciens suivent complètement ce combat. Il y a une anomalie en France en termes de formation des chirurgiens qui s'occupent des femmes. Je vais m'expliquer. Il y a 13 spécialités chirurgicales. Il y a l'urologie, l'orthopédie, la gynéco, etc., etc. Mais vous n'avez pas de spécialité pour opérer une femme qui a un cancer du sein. La cénologie n'est pas une discipline.
C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, avoir fait de l'obstétrique pendant 5 ans, avoir fait que des césariennes et avoir le droit d'opérer une femme qui a un cancer du sein. Or, on n'a pas été formé, on ne sait pas enlever la tumeur, on ne sait pas faire de la chirurgie esthétique, réparatrice, mais on a le droit de le faire. Est-ce qu'un homme accepterait de se faire opérer d'un cancer de la prostate par quelqu'un qui n'a jamais fait de cancer de la prostate? Donc c'est vraiment une injustice, et c'est le combat de l'Académie cette année d'essayer de créer ce qu'on appelle une FST, une formation spécialisée transversale pour que les chirurgiens qui opèrent des femmes aient une formation pendant 2 ans spécialisée, qui sachent faire une reconstruction, qui donne toute satisfaction en termes carcinologiques, et qu'on diminue cette mortalité par cancer du sein en France, qui est de 12 000 décès chaque année pour les femmes qui ont un cancer du sein. Et je vous rappelle, ça touche une femme sur 8. Donc ce sera le gros combat. Il y a 3 autres combats qu'on va mener, mais c'est celui-ci que je voulais mettre un peu en valeur aujourd'hui parmi vous. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer assez rapidement les axes voilà, des carrières médicales et de donner envie aux plus jeunes, parce qu'on y arrive, et puis on va les aider. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur. Alors, je crois que nous sommes plusieurs ici à pouvoir témoigner qu'effectivement, le cancer du sein touche beaucoup de femmes. Si on faisait un petit sondage, que les ganglions sentinelles évitent effectivement des traitements lourds. Et donc, c'est une très bonne chose. Et vous rappelez que c'est du Sénat qu'est venue la loi de la parité dans la haute fonction publique, qui s'applique aussi à la fonction publique hospitalière et qui impose sur un certain nombre de postes d'avoir 50% de primo-nomination et 40% de personnes en place. Parce que je vous rappelle qu'on comptait celles qui rentraient, ça faisait toujours +1, mais quand elles partaient et qu'elles étaient remplacées par un homme, ça faisait pas -1. Et donc on s'est dit que comme ils avaient bien compris le principe du flux, nous leur avons dorénavant appris le principe du stock. Donc voilà. Et je laisse maintenant la parole à ma collègue Marie-Pierre Monnier, qui nous présentera notre prochaine intervenante, Marina Kvaskov. Merci Madame la Présidente. Chère Marina Kvaskov, vous êtes épidémiologiste et chercheuse à l'INSERM. Vous dirigez actuellement un groupe de recherche sur l'épidémiologie de la santé gynécologique et vous vous êtes imposée comme une spécialiste incontournable de l'endométriose. Après une thèse obtenue en France, vous partez étudier aux États-Unis, à l'université d'Harvard, où vous vous spécialisez dans l'épidémiologie de l'endométriose. Lorsque vous obtenez un poste de chargé de recherche à l'INSERM en 2016, vous décidez de vous investir dans l'association Femmes et Sciences, au sein de laquelle vous montez un programme de mentorat pour les doctorantes à l'université Paris-Saclay. Vous êtes également lauréate en 2008 du prix Jeunes Talents L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, et plus récemment en 2023 du prix INSERM OPEX, Sciences et Société. Votre parcours est fascinant et nous intéresse à plus d'un titre. Je vous laisse donc la parole sans plus tarder. Merci beaucoup, Madame Monnier, pour cette introduction et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie et honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter de la place des femmes dans les sciences, qui est un sujet qui me tient à cœur et je vous remercie pour tout le travail que vous faites, toutes pour le faire avancer. La première fois que j'ai pris conscience de cette problématique de la place des femmes dans les sciences, c'est quand j'ai reçu le prix Jeunes Talents L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. En fait, je me suis dit que comme il existait un prix pour cela, c'est que certainement il devait y avoir un problème. Et donc je n'en avais pas du tout conscience avant, et donc je me suis immédiatement engagée dans l'association Femmes et Sciences. Et je me souviens que quand j'ai su que j'étais lauréate du prix, j'étais très contente, mais j'avais du mal à y croire. Et je me disais, je me suis dit qu'il devait y avoir tellement d'autres, pourquoi moi? Il devait y avoir tellement d'autres personnes bien plus méritantes que moi. Et je me suis dit que ça devait être une erreur et que c'était qu'une question de temps avant qu'on s'en rende compte. Donc c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Il est bien plus fréquent chez les femmes, comme on le sait. Et c'est du fait de l'éducation qu'on donne aux femmes et du fait des stéréotypes qui ont beaucoup de poids. Et en effet, la confiance en moi pour faire des sciences a pris du temps. Donc quand j'étais petite, j'étais fascinée par la santé et les maladies, mais je ne me sentais pas légitime pour faire des études de sciences.
Mes parents n'avaient pas fait d'études et n'étaient pas du tout au fait des formations existantes, mais je n'avais pas de modèle scientifique. Mais mon père était convaincu que la science était l'avenir et qu'il fallait que je m'engage dans cette voie pour avoir un travail. Et quand j'étais au collège, j'étais une étudiante brillante, mais en seconde, mes parents se sont séparés, et donc là, j'ai arrêté de travailler, et j'ai redoublé ma seconde. J'ai quand même réussi à passer en première S, mais j'ai eu mon bac au rattrapage. Et ensuite, j'ai passé 2 fois le concours d'entrée de la fac de pharmacie. Et en fait, j'ai passé ces 2 années à me dire que je n'allais pas y arriver. Et donc, voilà, forcément, je ne suis pas arrivée. Et donc, au bout des 2 années, je n'ai même pas eu d'équivalence. Et donc, je suis repartie en première année de biologie à l'université à l'âge de 21 ans. Et au bout du premier semestre de cette première année de biologie, j'avais 10 de moyenne. Et là, je me suis dit... Non, je ne peux pas faire ça, je veux faire des études, je ne peux pas m'arrêter là. Enfin, je me sentais vraiment en échec. Et donc, je me suis mis à ne plus écouter cette petite voix intérieure et à enfin me focaliser sur mon travail sans rien écouter au dehors. Et donc là, j'ai travaillé, et j'ai eu 15 au 2e semestre de mon année. Et donc, au final, j'ai eu une mention assez bien au DUG, donc qui est l'équivalent de L2. Et donc, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais y arriver et que, enfin voilà, j'avais trouvé une méthode de travail. Ensuite, j'ai eu une mention bien à la maîtrise, une mention très bien au master. Et ensuite, je me suis engagée dans un doctorat, un double doctorat entre la France et l'Australie, une co-tutelle internationale. Et puis, je suis allée faire mon postdoc à Harvard pendant 3 ans et demi. Et à mon retour, j'ai eu le concours INSERM du premier coup, et donc j'ai obtenu un poste de chercheuse en 2016, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, j'ai bientôt 45 ans et donc forte d'une expérience de 20 ans en épidémiologie de l'endométriose, je suis en train de créer une équipe de recherche centrée sur l'épidémiologie de la santé gynécologique, donc pour travailler sur l'endométriose que je connais maintenant, mais également sur d'autres problématiques de la santé gynécologique, notamment les fibromes utérins, le syndrome des ovaires polykystiques, qui sont des maladies non malignes dont pour lesquelles on a peu de connaissances finalement, et également d'autres sujets tels que la santé menstruelle ou les mutilations génitales féminines. Et donc tous ces sujets sur la santé des femmes, qui sont des pathologies associées à une morbidité, une mortalité faible, mais une mortalité, une mortalité faible, mais une morbidité élevée, avec des gros impacts sur la qualité de vie, ce sont des thématiques qui sont complètement sous-investiguées. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'utiliser mon expérience sur l'endométriose pour enfin augmenter les connaissances sur ces autres thématiques. Aujourd'hui, mon équipe compte 15 personnes et elle continue de s'agrandir. Depuis ma thèse, j'ai levé près de 12 millions d'euros pour ma recherche. J'ai formé 40 étudiants. Et il y a quelques années, j'ai une distinction un petit peu insolite, puisque en fait, j'ai été élue marraine du tunnelier Marina, qui porte mon prénom en hommage aux causes que je défends, à savoir la lutte contre l'endométriose et la place des femmes en sciences. Et voilà. Et donc récemment, j'ai également obtenu un prix INSERM, comme vous l'avez dit. Si on m'avait dit il y a 20 ans, quand j'étais en thèse et que j'avais vraiment très peu confiance en moi, que j'en serais là aujourd'hui, que j'avais ce potentiel, je n'aurais pas cru. Mais je pense que ça m'aurait vraiment aidé de le savoir et je pense que j'aurais beaucoup moins peur de faire mon chemin en sachant tout ça, en ayant confiance en l'avenir. Alors s'il y a des jeunes filles ou des jeunes femmes qui nous écoutent et qui doutent d'elles-mêmes pour faire des sciences ou pour faire progresser leur carrière scientifique, je voudrais leur demander, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur ? Si vous n'aviez pas peur, si vous n'étiez pas parasité par votre voix intérieure ou par des voix extérieures, par la peur du jugement ou par la peur de ne pas être à la hauteur. C'est une question très puissante car les stéréotypes sont profondément ancrés en nous et ils sont comme une barrière mentale invisible. Mais à côté de ça, je ne pense pas que le sentiment d'illégitimité des femmes à poursuivre une carrière scientifique ne vienne que d'elles-mêmes et que c'est plutôt quelque chose de systémique. Les stéréotypes commencent très tôt. Les enfants sont exposés aux stéréotypes dès leur naissance et même avant leur naissance, puisque les jeunes parents se comportent différemment en fonction du sexe du fœtus. Et donc une première recommandation serait la sensibilisation des enseignants et des conseillers d'orientation aux stéréotypes et aux biais de genre dans les métiers et les aptitudes scientifiques.
Quand j'étais en seconde, avant de la redoubler, un conseiller d'orientation m'avait dit que, puisque sans travailler, j'avais 10 de moyenne en lettres et 4 en maths, c'est que j'avais un profil littéraire et certainement pas un profil scientifique. Et donc, heureusement que je n'ai pas suivi son conseil, parce qu'il m'avait conseillé de ne pas redoubler et de passer en première littéraire. Donc il faudrait vraiment une grande campagne d'information pour sensibiliser les métiers qui sont au contact d'élèves et d'étudiants, mais aussi le grand public pour toucher plus largement la population. Une deuxième recommandation serait le déploiement de systèmes de garde d'enfants tels que crèches dans les instituts et les universités, des instituts de recherche et l'université, et plus globalement l'augmentation de la durée du congé maternité, mais aussi du congé paternité. C'est une mesure qui faciliterait grandement le maintien des femmes dans une carrière scientifique, parce que quand on a des enfants en bas âge, on change drastiquement de rythme de travail, et les difficultés de garde peuvent vraiment impacter les jeunes mamans. Beaucoup de femmes sont découragées à ce moment-là, et beaucoup de femmes scientifiques arrêtent leur carrière à ce moment-là, parce qu'elles sont très impactées par, elles sont découragées devant les difficultés et la charge mentale. Et impliquer les pères aussi, c'est très important pour pouvoir partager cette charge et faciliter la transition familiale. On a beaucoup parlé de la baisse de la fertilité en France, mais si on donnait aux jeunes parents les moyens d'avoir des systèmes de garde qui leur permettent d'avoir des enfants plus tôt, finalement, on faciliterait grandement les choses de ce point de vue-là. Ensuite, tous les systèmes de soutien qui permettraient aux femmes scientifiques de poursuivre leur carrière devraient être mis en œuvre également, tels que plans d'égalité professionnelle, comme à l'INSERM ou au CNRS, tels que également formation des membres de jury et commissions, quotas de femmes, réseau d'entraide, peer mentoring. Tout ça, c'est très important de soutenir toutes ces initiatives. Une troisième recommandation serait de réaliser une enquête sociologique qualitative afin de mieux comprendre les freins et les leviers de l'engagement des filles en sciences et du maintien des femmes dans la carrière scientifique. Parce que là, donc, on donne une idée à peu près globale des problèmes qu'on pense trouver, mais ce serait vraiment très important de documenter ça de manière scientifique pour vraiment comprendre quels sont les leviers sur lesquels on peut agir au niveau sociétal, au niveau politique. En ce qui concerne les rôles modèles, l'association Femmes et Sciences fait un travail remarquable pour mettre en lumière des femmes scientifiques d'hier et d'aujourd'hui. Et parmi les actions phares de l'association, l'organisation de colloques et d'événements, les interventions dans les collèges et les lycées auprès des jeunes filles, mais également auprès des jeunes garçons, l'édition d'un livret de 40 femmes scientifiques remarquables du XVIIIe siècle à nos jours, l'exposition La science taille XXL, qui expose des portraits de jeunes femmes scientifiques d'aujourd'hui dans des lieux publics, dans plusieurs villes de France, et des programmes de mentorat pour mettre en relation des doctorantes avec des mentors pour leur permettre de démarrer et de faciliter cette transition dans leur carrière. On peut aussi citer le prix L'Oréal UNESCO, qui met chaque année en lumière plusieurs femmes scientifiques dont les portraits sont également exposés dans des lieux publics. Et on pourrait aller encore plus loin en exposant ces portraits dans des écoles ou en incluant l'étude de l'impact des femmes scientifiques en histoire et en sciences. Parce qu'il faut savoir que dans l'histoire, beaucoup d'impacts de femmes scientifiques ont été gommés. Et donc, on est très peu exposé à ces messages-là quand on est enfant, quand on est étudiant. Nous progressons, même s'il reste encore beaucoup à faire, et je salue encore une fois l'initiative de cette délégation. Et donc, merci beaucoup encore pour votre invitation. Écoutez, merci beaucoup. Nous étions d'ailleurs plusieurs d'entre nous à la dernière manifestation du prix L'Oréal UNESCO. Et figurez-vous que l'une des lauréates est originaire de Lyon. Et j'ai moi-même dans Lyon, et alors je salue mon collègue aussi, Jean-Baptiste Lemoine, qui est à mes côtés. Et donc j'ai créé un prix qui s'appelle Les Engagés de Lyon, où on salue les femmes qui ont fait rayonner le département au-delà de ses frontières. Et elle est donc l'une des nominées. Alors, je ne sais pas si elle gagnera, mais voilà. Donc, effectivement, c'est important. Et c'est important d'avoir cette reconnaissance, je pense, y compris de l'entourage, etc., pour pouvoir poursuivre et se sentir légitime. Mais je laisse maintenant le soin à notre collègue rapporteur Marie-Do Ashliman de présenter notre prochaine invitée, qui intervient en direct depuis le pôle Nord, au Svalbard norvégien, Heidi Sevestre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Mesdames les docteurs et professeurs, Mesdames, Messieurs.
Chère Heidi Sevestre, tout d'abord un grand merci d'être parmi nous ce matin. Néanmoins, à plus de 3000 km du Sénat, depuis le Svalbard, qui est un archipel arctique situé entre le pôle Nord et le continent norvégien. Vous êtes glaciologue, membre du Club international des explorateurs et du programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique, conférencière internationale et auteur de plusieurs ouvrages passionnants, dont le dernier, paru fin 2023, s'intitule « Sentinelle du climat ». Vous vous revendiquez fervente communicatrice scientifique et menez chaque année plusieurs expéditions dans les régions les plus froides et glacées de la planète. En 2022, vous avez remporté la première médaille Shackleton pour la protection des régions polaires. Votre but premier est de rendre la science du climat plus accessible au grand public et d'inciter la prise de mesures positives en faveur du climat. Chère Heidi Sevestre, nous vous écoutons. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Madame Schliemann pour cette présentation. Je suis très honorée et très heureuse vraiment de vous retrouver ce matin et merci d'avoir pu faciliter cette intervention à distance. Donc depuis l'Arctique, je vous montrerai rapidement à quoi ça ressemble la ville la plus au nord de la planète. Alors avec ma petite webcam, ça ne va pas être très beau. On a fait un petit -10 aujourd'hui. On a battu des records de température malheureusement tout le mois dernier. Et ici, voilà, quand il fait plus 4 degrés au mois de février à 1200 km du pôle Nord, c'est clair que c'est jamais très bon signe. Je tiens aussi vraiment à saluer tout le travail qui a été fait par cette commission depuis de nombreuses années et aussi de nombreux mois. Et je tiens à saluer Madame la Présidente Dominique Vérien. Je suis ravie de vous retrouver cette fois-ci à distance. Alors, je tiens à vous remercier de nous offrir l'opportunité de partager ces parcours. On voit à quel point c'est important auprès des jeunes filles et des jeunes garçons de pouvoir se retrouver, s'identifier à ces différents parcours scientifiques. Et donc, je vais commencer par vous raconter d'où vient cette étrange histoire pour moi de devenir glaciologue. Cette histoire, elle a commencé donc dans un petit village de Haute-Savoie, un village qui s'appelle Gruffy, entre forêt et montagne. Une maman bibliothécaire qui m'a biberonnée par les histoires d'Heidi, la petite Suissesse, fille des montagnes, et un papa informaticien qui était vraiment passionné de sciences et qui lisait chaque semaine religieusement Science et Vie. Alors avant de me lancer dans la glaciologie, j'ai commencé mes études dans un lycée agricole, le lycée agricole de Poisy, qui s'appelle aujourd'hui l'ISETA. J'y ai découvert vraiment le monde de l'agriculture, le monde de l'agronomie. J'étais entourée de fils et de filles d'agriculteurs qui pensaient vraiment au temps long et qui réfléchissaient à préserver ces paysages et à préserver leur savoir-faire. J'ai aussi eu la chance à ce moment-là d'avoir des professeurs, notamment des femmes absolument extraordinaires, des profs de maths, de physique, de SVT, de géographie, qui ont vraiment cru en moi et qui m'ont donné la permission d'oser viser haut et plutôt de faire un bac technique, de me lancer dans un bac général scientifique. Et ça a été déterminant. Pendant cette période-là, quand j'ai atteint l'âge de 17 ans, je commençais à faire pas mal de montagne et d'alpinisme. Et c'est pendant une de ces courses d'alpinisme classiques entre Chamonix et Zermatt, les deux capitales de l'alpinisme, que je croise la route d'un guide de haute montagne à l'illustre carrière, Hubert Créton, un guide bien connu de Verbier et qui m'a dit « Écoute Heidi, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a des gens, on les paye pour étudier les glaciers, on appelle ça des glaciologues, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ça ?» Et c'est vraiment lui qui m'ouvre une porte dont j'ignorais clairement l'existence à l'époque. Bac scientifique en poche, je pars à l'université Lyon 3 pour faire une licence de géographie. À ce moment-là, je croise la route d'une autre personne déterminante dans ma vie, le professeur Henri Rougier, qui me prend sous son aile et qui m'aide à concrétiser ce rêve de devenir glaciologue. À l'époque, je peux faire mon premier stage en glaciologie sur les glaciers du massif du Mont-Blanc avec le glaciologue Luc Moreau, qui, dès le début de sa carrière, a su conjuguer science et communication scientifique. Il a été une immense inspiration pour moi. Alors, c'est clair qu'à l'époque, je connais aucune femme glaciologue, mais je suis entourée par tellement de bienveillance et d'encouragement que je ne me pose aucune question et vraiment, je fonce. Et arrive assez vite l'opportunité de faire un semestre à l'étranger avec ce formidable programme européen Erasmus. Je veux aller le plus loin possible, là où les glaciers polaires façonnent le paysage, et c'est là où je me retrouve donc ici, en fait, sur l'archipel du Svalbard en 2008. C'est vraiment là où tout bascule pour moi. Je découvre un monde où mes professeurs principales
sont deux femmes scientifiques extraordinaires, Anna et Maria, une paléontologue et une géologue d'une trentaine d'années chacune. Et c'est vrai, j'ai toujours cette image de les voir toutes les deux marcher sur les glaciers avec leur chien Malamute en laisse, un fusil sur l'épaule pour se protéger des ours polaires. Et je découvre des femmes qui respirent la liberté et la passion et qui ont réussi une carrière absolument extraordinaire depuis. C'est vraiment la première fois où je vois des modèles féminins en sciences de terrain. Je décide ensuite de poursuivre dans cette voie avec un master de glaciologie au Pays de Galles et une année de césure pour gagner de l'expérience justement sur le terrain. Et c'est là, lors de cette première expédition au Groenland, que je prends conscience d'une autre réalité, le sexisme latent dans certaines équipes. C'est lors de cette mission que notre chef d'expédition, plutôt misogyne sur les bords, menace l'autre femme de notre projet de la jeter dans une crevasse. Elle profitera d'un avion de ravitaillement pour fuir l'expédition. Elle a eu bien raison. Me voilà la seule femme avec cette équipe, vraiment livrée à moi-même, et ça a été un moment fondateur. C'est à ce moment-là que je décide que je ne travaillerai plus qu'avec des collègues qui sont fiables et respectueux. C'est quand même la base sur le terrain. Ensuite, je retourne au Svalbard pour y faire mon doctorat. J'ai 2 superviseurs, hommes, qui m'embarquent dans 4 ans de travaux absolument magiques sur les glaciers de l'Arctique. C'est aussi 4 ans où je vais commencer à enseigner dans des classes où la présence des femmes est de plus en plus forte et elle va même devenir majoritaire. Une des dernières classes où j'ai enseigné la glaciologie, il n'y avait là que des femmes. C'est aussi une formidable opportunité pour moi, pendant ce doctorat, de travailler dans une université scandinave, où la parité, les congés paternité, maternité, les aides envers les femmes sont mises en place depuis bien longtemps et on voit à quel point ça marche parfaitement. J'enchaîne ensuite avec un postdoc en Écosse et c'est là où je fais mes premières armes en communication scientifique. Je me retrouve télétransportée sur France 5 pour une émission qui s'appelle Terres extrêmes. Je parle des glaciers, je rencontre des experts scientifiques dans le monde entier et je me prends vraiment de passion pour la transmission des connaissances scientifiques auprès du grand public. C'est là aussi où rapidement les attaques commencent, d'abord de mes collègues anglo-saxons. J'étais en plein postdoc, donc c'était assez compliqué de jongler tout ça. Ils voient plutôt d'un mauvais œil ce pas de côté vers la sensibilisation. Et ensuite, de scientifiques français avec qui je n'avais jamais étudié ni travaillé et qui cherchent à discréditer mon travail. Encore aujourd'hui, les attaques de ces mêmes personnes persistent, mais ils n'ont jamais entamé ma détermination. En 2021, je mène une expédition scientifique 100% féminine au Svalbard. Alors très clairement, l'idée nous est venue de faire une équipe 100% féminine parce qu'on pensait que ce serait plus facile de trouver des partenaires et des sponsors. Au contraire, ça a été quand même particulièrement difficile. Une fois le budget bouclé, on part pour 1 mois d'expédition en traversant l'archipel à ski sur 430 km pour réduire notre empreinte carbone le plus possible. On a eu clairement les pires conditions que j'ai jamais vues en expédition scientifique, des cyclones, des tempêtes à répétition. Mais c'est là où j'ai vraiment une révélation. Je me rends compte que je suis vraiment entourée, je le savais déjà, mais de le voir sur le terrain, c'est encore autre chose, de femmes absolument extraordinaires qui avaient non seulement une très forte expérience de terrain, mais aussi une empathie gigantesque, une vraie solidarité et intelligence émotionnelle qui va vraiment nous permettre d'aller au bout de cette mission. Pas de place pour les égos surdimensionnés dans ces conditions-là, alors que d'autres expéditions au même moment sont évacuées sur l'archipel. On est la seule expédition à terminer nos travaux. Et c'est là où je comprends qu'on a toutes les ressources nécessaires pour mener ces projets à terme, mais à notre façon. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, je partage mon temps encore entre la recherche scientifique et la sensibilisation, avec encore beaucoup de temps passé sur le terrain, que ce soit sur les glaciers, dans les entreprises, dans les territoires, les écoles. À travers ces engagements, j'ai le privilège de croiser des femmes et des hommes qui, chacun à leur manière, façonnent un monde plus juste et plus égalitaire. Sur les glaciers, je croise des personnalités extrêmement inspirantes, comme par exemple Madeleine Griselin, une des premières femmes glaciologues françaises qui a fait la trace pour bon nombre d'entre nous en glaciologie. Dans les entreprises, je rencontre des Muriel ou des Hélène qui, à la tête de la RSE de grandes entreprises, embarquent des milliers de collaboratrices et de collaborateurs dans leurs actions. Je croise aussi la route de Camille, Anne-Sophie, Emma, qui arrivent, grâce à la science, à faire bouger les réglementations pour la santé humaine et la santé environnementale. Et puis évidemment, il y a le monde de l'éducation, un pilier essentiel dans ce combat.
Avant-hier encore, j'ai échangé avec 2 enseignantes passionnées et leurs élèves, Julie et Émilie, du collège Henri Thomasy de Corse. Depuis 4 ans, elles animent un atelier baptisé Les Culottés, en hommage à la bande dessinée de Pénélope Bagneux, pour mettre en lumière des parcours de femmes. Elles transmettent à leurs élèves l'histoire de celles qui ont osé, qui ont innové et qui ont bousculé les codes, parce que l'inspiration est la clé. On le sait, on ne peut aspirer à devenir ce que l'on n'a jamais vu. Alors ces initiatives, ces rencontres, ces engagements, tout cela me conforte dans une conviction profonde. Il est temps de créer des vocations, il est temps de briser ces barrières invisibles et de montrer que les jeunes filles ont toute leur place dans ces disciplines, non seulement comme chercheuses, comme scientifiques, mais aussi comme leaders, comme chefs d'entreprise, comme exploratrices et innovatrices. Et je voudrais terminer sur ces mots de Vandana Shiva qui résonnent profondément en moi. Nous aurons soit un avenir où les femmes montreront la voie pour rétablir la paix avec la Terre, ou nous n'aurons pas d'avenir du tout. Et je me présente à vous aujourd'hui avec 4 casquettes. Donc, premièrement, en tant qu'astrophysicienne et chercheuse, qui a donc un goût profond pour la science et qui la pratique au jour le jour. Ensuite, comme femme directrice, donc je dirige, comme vous l'avez dit, un projet scientifique d'envergure internationale de 120 personnes, grande, qui vise à détecter des particules qui viennent du cosmos avec un réseau d'antennes géants déployés dans des déserts pour sonder les astres de l'univers qu'on dit violent. Je suis aussi donc directrice, première femme directrice depuis 1937 de mon laboratoire, l'Institut d'astrophysique de Paris. Troisièmement, je suis autrice, effectivement, et ça signifie que j'ai un désir de partage de la science, mais aussi que j'ai toujours eu une veine littéraire et une envie d'écrire. Et enfin, quatrièmement, je suis épouse et mère de 2 enfants jeunes, de 7 et 9 ans. Donc avec ces différents statuts, je ne voudrais surtout pas que ça fasse peur et que les gens voient ça comme une anomalie. Quand vous dites femme exceptionnelle, enfin tout ça, je pense qu'il faut arrêter. Je pense que, enfin voilà, il ne faut pas que ça inhibe toute possibilité d'identification. Et au contraire, en fait, mon message ici, c'est qu'il est possible de combiner ces différentes vies et envies. Je voudrais dire qu'il est possible d'être mère et scientifique à la fois. Je voudrais dire qu'il est possible d'être scientifique et de préserver sa fibre artistique. Je voudrais dire aussi qu'il est possible de diriger un projet scientifique et un laboratoire, sans entrer dans le stéréotype du mâle dominant, mais de le faire en restant soi-même, en préservant sa nature. C'est ainsi que s'achève ce cycle sur la place des femmes dans les sciences, des auditions à retrouver en intégralité sur notre plateforme publicsénat.fr. 100% Sénat, c'est terminé. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.